atelier Décoloniser le présent, je l'ai dit hier et je vais le dire très très vite pour ne pas prendre trop de temps, est né du désir d'interroger une catégorie, le présent, comme catégorie philosophique dans le vocabulaire européen de la philosophie, qui est sous-titré le dictionnaire des intraduisibles. Donc dans ce dictionnaire, il y a une entrée pour le présent, mais qui s'appuie sur les langues indo-européennes. Et le présupposé, c'était de savoir s'il ne fallait pas décoloniser cette notice, c'est-à-dire voir s'il n'y avait pas une possibilité de penser le présent autrement que parce que les langues indo-européennes en ont construit comme imaginaire. Voilà. Donc j'ai envoyé cette notice aux participants. Certains hier étaient vraiment partis de la notice, d'autres non. C'était un format plutôt ouvert, disons, de discussion. Et on a été obligé aujourd'hui de diviser l'atelier en deux. Donc on fera une pause vers 3h moins le quart, 3h. Et après 3h, nous rejoindrons Kader Attia et Ravi Sundaram, qui est là-bas, pour une deuxième partie. Et on écoutera aussi une intervention qui n'était pas prévue, mais on vous en parlera tout à l'heure. Oui, Ravi. Très rapidement, je vais laisser le rôle de président de séance, parce que j'en ai un peu marre d'être président de séance, j'en fais beaucoup depuis 2 jours, à mon ami et mon collègue Johnny Roger, qui est juste ici. Et je vous présente très rapidement nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, à ce bout de la table, on a Alyosha Imhoff et Kantuta Kiros, qui sont théoriciens de l'art et curateurs. Je fais des bios express et qui travaillent ensemble sous le nom du Peuple qui manque. Et c'est avec eux qu'on va commencer. Ils vont vous montrer un film sur lequel ils sont en train de travailler. Et non, c'est pas ça. Bon, un autre film. Un autre film. Et faire une communication plutôt, cette fois-ci, structurée d'une vingtaine de minutes pour aborder ces questions-là. On a avec eux Payam Sharifi, qui est de Slavs and Tatars, collectif artistique, qui s'intéresse à un monde qui n'est pas si minuscule que ça, puisque c'est le monde qui est entre l'ancien mur de Berlin et la muraille de Chine. Et Payam, au sein de Slavs and Tatars, fait un travail, je dirais, de recherche-création, d'anthropologie des imaginaires, de recherche linguistique sur tout cet espace-là. Et puis, on a Marco Del Homodarme, je prononce bien, Marco ? Bon. Qui est philosophe, spécialiste de l'épistémologie du savoir, et notamment des savoirs situés, c'est-à-dire qu'il travaille à partir des outils de la théorie queer, de la décolonisation du savoir, de la théorie féministe, et globalement de tout ce qu'on peut rassembler sous le terme des subaltern studies. Voilà pour cette présentation. Donc on commence avec Alyosha et Kantuta, et maintenant je laisse Johnny présider. Bon, merci. Ok. Oui, alors, comme a dit Lionel, c'est la deuxième session de ce panel qui discute la colonisation occidentale du présent ou du concept du présent, ou même colonisation par le concept présent. Bon, hier, c'était plutôt les discours et les interrogations. Hier, c'était plutôt sur le niveau des philosophies ou des langages. On a discuté les temps dans des langues diverses, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un panel il y a un nexus de la pratique, je dirais, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des artistes, des chercheurs et même des philosophes qui s'occupent de, par exemple, la culture populaire, etc. Alors, c'est plutôt, oui, c'est ça, c'est plutôt un nexus de la pratique qu'on va voir, je crois, mais on va voir. Hein. Alors, on va commencer avec la présentation d'un film de Alyosha et Kantuta. Bon, allez-y, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça va oui, il faut parler vraiment très près du micro. Bon, je vais remercier évidemment Lionel Ruffel infiniment de son invitation, ainsi que Kader Attia pour nous accueillir dans ce lieu absolument somptueux. Joie de partager évidemment ce moment aussi avec vous et toutes ces personnes que nous estimons. Bon, la question qui nous est adressée aujourd'hui nous invite, comme Lionel l'indiquait, à repenser une sémantique des temps postcoloniaux, à désoccuper le présent, au fond à le décoloniser. Elle part aussi du postulat que l'opération de séparation par les langues indo-européennes d'un passé, d'un présent,
et d'un futur, ce script implicite des langues indo-européennes aurait porté en elle la séparation, le séquençage, la linéarité du temps, et qui se serait en quelque sorte radicalisé avec la modernité, ce dont on a beaucoup parlé hier, sa flèche du temps et son côté obscur, corollaire, le colonialisme. Si on veut décoloniser la langue et pluraliser notre rapport au temps, il faudrait donc, selon le statement proposé par Séjourné, aller chercher dans d'autres familles de langues, décoloniser le présent par ces langues. Cette hypothèse suppose de partir d'un présupposé nominaliste pour lequel il s'agirait avant tout de réformer le langage, de réformer la grammaire des temps pour créer une nouvelle chronopolitique. Elle suppose un certain déterminisme linguistique, je crois qu'il en a déjà été question hier, où l'image du monde que nous avons et qui nous est donnée, elle nous est donnée par la langue que nous parlons, que les catégories de réalité, et notamment le temps, ne sont pas au fond dans le monde, mais sont imposées par le système linguistique et la culture. Pourtant, il nous semble que les politiques féministes de réforme du langage nous l'ont bien montré. Il ne suffit pas d'un prescriptivisme linguistique pour qu'une opération de queerisation de la langue puisse se convertir en acte de langage réussi. Même si on connaît bien, par ailleurs, les somptueuses tentatives de construire une grammaire queer, par exemple. Monique Wittig, par exemple, en serait un des exemples les plus éclatants, jusqu'à beaucoup de tentatives plus ordinaires dans de nombreux workshops féministes, etc. Il nous semble important tout de même donc de prendre quelques précautions, disons, vis-à-vis de ce constructivisme excessif, de prendre acte de la nécessité d'une certaine dialectisation, disons, du débat sur le déterminisme linguistique qui a opposé, par exemple, dans le champ de la linguistique, les hypothèses de Sapir-Whorf, qui sont vraiment à la base de ce qu'on appelle le déterminisme linguistique, qui dans son étude de Whorf sur la langue Hopi, il montrait que aucun mot, en fait, construction grammaticale ne référerait au temps, au passé, au futur, ou même à la durée dans la langue Hopi. Il disait les Hopi n'avaient aucune intuition du temps comme un courant continu issu d'un passé et dirigé vers l'avenir. Lorsqu'ils parlaient d'un événement, ils ne se situaient pas sur l'axe temporel, mais se contentaient de le marquer comme une chose connue, mythique ou distante. Et en fait, au fond, cette hypothèse a été beaucoup discutée dans le champ de la linguistique elle-même, dont nous ne sommes absolument pas les experts, mais notamment opposée aux thèses de Malotki, qui, près d'un demi-siècle plus tard, en 83, dans son étude des Hopi à son tour, montre à l'inverse que cette langue possède bien des temps chronologiques, des métaphores pour les indications de temps, des unités de temps. On parle évidemment de jours, des parties du jour, des dialectiques, les mois, les saisons, les années, etc. En tout cas, des moyens de les compter. Et je crois que c'est peut-être une remarque qu'on pourrait déjà apporter par rapport à ce que nous avons entendu hier, qui a été beaucoup revenu sur les temps verbaux au sein de langues non indo-européennes, que ce soit l'arabe, on retrouve aussi ça beaucoup dans les langues africaines, les langues amérindiennes, qu'au fond cette séparation non pas entre le passé et le présent et le futur, mais plutôt entre l'accompli et l'inaccompli. Néanmoins, il reste évidemment la possibilité de dire demain, hier, etc. Donc il y a quand même des marqueurs de temps sur une linéarité qui existe. Bon, pour nous, il s'agirait aujourd'hui pas finalement de trancher, de délibérer sur cette controverse, mais à minima de postuler que les temps grammaticaux ne peuvent devenir en soi à eux seuls des opérateurs pour permettre de changer notre rapport au temps, de structurer autrement une politique des temps. Ou pour le dire autrement, la politique des temps n'est pas qu'effet de grammaire. Donc on va essayer comme ça de déployer deux hypothèses, donc une qui serait non uniquement grammaticale, ou en tout cas à partir d'une autre grammaire qui serait la grammaire cinématographique. Et on voudrait exposer ça notamment au travers du cas d'un cinéaste bolivien qui nous a beaucoup intéressés, qu'on avait montré à diverses reprises ces dernières années, qui s'appelle Jorge Sanginés, et un peu au travers du film que nous sommes en train de préparer également, et qui est déjà en partie présenté dans le cadre d'une exposition à l'espace Kiasma en ce moment, mais également peut-être revenir sur l'hypothèse qui est celle que nous déplions dans le livre qui vient de paraître, qui s'appelle Les potentiels du temps, et qui est coécrit avec l'écrivain Camille de Toledo, et on aura le plaisir aussi demain de faire une lecture en quelque sorte de ce texte. Donc il s'agirait pour nous ici plutôt de réfléchir, dans d'autres termes, celui en fait d'un double devenir du langage qui dit le temps et de la politique du temps qui se dirait dans le langage. Et au fond, l'hypothèse qui est la nôtre dans le film qui est en cours, c'est de tendre à ce que le langage se rende d'abord attentif aux nœuds de temps, aux cristaux de temps, qui s'inventent ici et là et qui tendent déjà à désoccuper le présent. Augmenter le langage, ce que les temps nous réclament, nous rendre attentifs à leur voix lorsqu'ils murmurent déjà
après nous avoir longtemps crié qu'il ne pouvait pas rentrer dans les catégories de l'histoire science, qu'il ne pouvait pas être historicisé. Et c'est tout le projet du film sur lequel on travaille, qu'on envisage comme un projet de traduction entre les temps, à rebours, disons, du paradigme de traduction dominant dans le champ de l'art ces dernières années, qui est au fond cette figure du traducteur sémionaute, qui avait été beaucoup défendu par quelqu'un comme Nicolas Bourreau, ça vous le savez évidemment tous, qui traverse donc les signes culturels au sein de l'espace globalisé et qui suppose une traductibilité en tout temps, en tout lieu, une vision de la traduction sans conflit, sans rapport de force, l'espace de la traduction comme un éther. On pourrait ici convoquer du coup cette fameuse pièce de Stilinovic, bien connue comme désignation et condamnation ironique de cet éther, cette fameuse pièce qui est ce drapeau bien connu qui nous dit qu'un artiste qui ne parle pas anglais n'est pas un artiste. Pourtant, les textes, les langues, les personnes, les objets en traduction ont un corps, une gravité. Ils ne sont pas lost in translation. L'obscurité même du processus de traduction permet d'incorporer ce qui demeure intraduisible, comme le disait Chakrabarty. Donc cela pourrait constituer en quelque sorte notre impératif catégorique. Cette vision rejoint évidemment celle de Baracassin, encore lorsqu'elle dit que l'intraductibilité n'implique en aucun cas l'impossibilité de traduire. Elle dit l'intraduisible, c'est plutôt ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. C'est ce qu'on remet encore sur le métier. Ranaji Gua, l'historien subalterniste, parle de ce mot bengali qui nous a beaucoup intéressés pour construire ce film sur lequel on travaille, qui est ce mot bengali, chamoy granti, qui est en fait un nœud temporel, sur lequel chamoy signifie temps et granti renvoie à ces nœuds complexes que forment nos doigts, autant qu'au serrement d'une branche de bambou. Ici, nous pensons par exemple donc, à ce projet de traduction temporelle du cinéaste bolivien Jorge Sanrines, qui est l'un des chefs de file du nouveau cinéma latino-américain, du cinéma tiers-mondiste. Donc, qui a fondé notamment en 1966 le groupe Ucamau, qui signifie « c'est ainsi » en aymara, et un collectif donc, qui tournait ses films en langue quechua et aymara, que le collectif allait ensuite projeter de village en village auprès de communautés indiennes. Sanrines a théorisé les bases d'un cinéma révolutionnaire avec et pour le peuple, un cinéma d'autodétermination culturelle, tel qu'il se formulait à l'époque au sein de la tricontinentale, ce troisième cinéma, mais peut-être moins agite-propre, disons, que le cinéma de ses camarades argentins, notamment Fernando Solanas ou Octavio Retino. Ouais, sorry, ok, I have to slow down, sorry. Donc, son dernier film qui est réalisé au sein de ce groupe Ucamau, qui s'appelle La Nation clandestine, qui réalise en 89, qui est un conte lyrique dédié à la désagrégation sociale ressentie par les Indiens Quechua et Aymara venus habiter la ville. La Nation clandestine est aussi l'aboutissement, et c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement, de la grammaire cinématographique de Sanrines, un film élégiaque qui développe une théorie en acte de ce qu'il a appelé le plan séquence intégral, un dispositif narratif fondé sur une conception cyclique du temps inspirée des cosmogonies andines. De longs plans séquences étirés entre cieux et nuages dans lesquels le cinéaste restitue l'écartèlement entre individus et communautés. Donc, avant de d'être un peu plus précis, on peut lancer directement l'extrait, donc ça se fait depuis la régie. Donc il y a deux extraits qu'on voudrait vous montrer, en fait l'ouverture du film et la toute fin du film. Si on voit bien les images, la qualité de projection est assez médiocre. Peut-être Kentuta peut faire une petite traduction parce qu'il y a de l'espagnol. Enfin, sous-titré en espagnol, c'est évidemment parlé en aymara, mais sous-titré en espagnol. Donc dans ce film, Sanrines remet aussi en scène différentes luttes politiques où il fait jouer les protagonistes réels d'événements historiques, mineurs, paysans, en anticipant déjà les pratiques de reenactment qui se déploieront plus tard dans le champ de l'art, comme on le sait bien. Surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est la mise en scène par laquelle il va imaginer une nouvelle grammaire et un système d'équivalence, donc ce plan séquence intégral qu'il théorise. Une traduction des rythmes internes de ces cosmovisions inspirées de la sémantique aymara, où les temps sont très peu marqués. Pour l'aymara, le passé connu et visible se trouve devant le locuteur, alors que le futur, inconnu et invisible, se trouve derrière lui. Il existe aussi un temps spécialement pour les actions dont la personne n'a pas été témoin ou qu'elle a accomplies en état d'ivresse ou en rêve. Et cet état suspensif, onirique, c'est l'état que traverse le personnage principal de ce film, donc Sébastien.
L'endroit aussi où le film nous intéresse dans cette recherche d'une traduction temporelle, c'est la sensibilité stéréoscopique qui est celle du cinéaste Sanrines, cette manière d'être entre deux temps. Lui qui est métis de la ville et donc intercesseur, à la fois dedans et dehors. Intercesseur, traducteur entre ses chronovisions cycliques et son propre habitus marxiste. Lui qui est encore pétri de visions progressistes, modernisatrices. Donc, le film aussi annonce des tentatives de traduction ultérieures que vont postuler les mouvements indigénistes beaucoup plus récents et tout à fait contemporains en Bolivie, qui vont tenir à la fois compte de cette grammaire cyclique et d'une sémantique des temps qui se dirait dans le vocabulaire de l'émancipation et qui ont donné ou permis l'accès au pouvoir de Evo Morales, par exemple. Donc des traductions temporelles qui se sont évertuées de passer d'un code temporel à un autre sans code-maître surplombant. Un marxisme indigène, décolonial, syncrétique, qui s'exemple et s'émancipe de la domestication de leur temps par la théorie des stades et la théorie du développement qui a longtemps été à l'œuvre. Surtout, l'endroit où la démarche de Sanrines nous intéresse, c'est aussi pour penser notre propre travail, en fait, dans le cadre d'un film en cours et d'une série chronopolitique sur laquelle nous travaillons en ce moment, et dans laquelle nous cherchons à esquisser une carte non totalisante des imaginations d'avenir, de multiples retours de l'avenir qui se dessinent dans le monde. Ce film s'appelle Les Impatients. Il surgit au cœur des temps obscurs qui sont les nôtres, où l'avenir ne se conjugue plus qu'avec le vocabulaire de la catastrophe. Et nous essayons de penser cette série en rhapsodes, qui pourrait être une autre figure du traducteur. Les rhapsodes comme ceux qui, au sens premier du mot, cousent les espaces-temps les uns aux autres, mais préservent de l'opacité entre les espaces et entre les temps. Le rhapsode, ce poète qui va de ville en ville pour dire les poèmes des autres, ce chercheur, cet arpenteur, l'agent de liaison qui a souci de lier les espaces les uns aux autres, continuellement, jusqu'aux limites du monde habité. C'est-à-dire sans qu'une carte ne précède son parcours, un parcours qui se rend lisible au moment où il s'énonce. Nous cherchons à dessiner la carte de ces chronopolitiques. Face à cette injonction à être tous du même temps, cette injonction de la contemporanéité globale, chaque épisode de cette série s'énonce depuis ce que nous appelons un chronotope, un espace-temps particulier depuis lequel s'invente une pensée temporelle singulière. C'est Shomogranti, ces nœuds temporels dont parle Goua. Les corps que nous filmons à Chicago, à Détroit, à Dakar, à Paris et bientôt à Port-au-Prince incarnent des nœuds de temps, des cristaux de temps singuliers. Nous filmons à Chicago, à Détroit, où les ruines de la crise des subprimes et les blessures infligées aux vies noires sont contredites par les imaginations afrofuturistes. Nous filmons à Dakar, où se dessinent les frémissements d'un autre avenir pour l'Afrique, un afrotopos. Nous filmons à Leipzig, où a commencé historiquement le mouvement qui allait conduire à la chute du mur de Berlin, laquelle chute a conduit à la grande déception du temps d'après, de l'après du temps. Nous filmons à Paris, pendant Nuit debout, où a ressurgi, telle une épiphanie, cette joie commune de retrouver une possibilité du politique. Bon, en fait, on avait pensé peut-être montrer des extraits, mais finalement, c'est pour des raisons à la fois techniques. Et bon, alors, d'une part, il y a donc un épisode, premier extrait d'un épisode qui est donc présenté en ce moment, comme je le disais, à l'espace Chiasma. Donc, on vous y invite à y aller. Enfin, voilà. Mais peut-être une dernière chose qu'on voulait apporter, disons, comme contribution pour la réflexion de ce workshop, et disons l'hypothèse qu'on formule dans ce livre, Les potentiels du temps, sur lequel on revient beaucoup, notamment sur cette question du conditionnel, non, et notamment dans les textes de Camille, mais aussi dans les nôtres. J'aimerais repartir comme ça d'une phrase de Paul Ricoeur, hein, qui, dans le 3e tome de Temps et Récit, qui est en 84, Le Temps raconté, nous disait: le récit de fiction ne nous permet pas seulement de reconnaître le caractère temporel de notre expérience. Par les multiples jeux sur le temps qu'il autorise, le récit de fiction va encore plus loin. Il offre des variations temporelles irréductibles à l'expérience quotidienne et tend, en fin de compte, à refigurer la temporalité ordinaire. Donc ainsi, dans Les potentiels du temps, qu'on co-signe donc avec Camille de Toledo, il est question du conditionnel, qui a d'ailleurs énoncé de manière un peu similaire que dans cette notice présent de Barbara Cassin,
dans le dictionnaire des intraduisibles, qu'elle définit comme une sorte de futur 2, futur 2.0 presque. Là où le futur est ce qui sera, hein, ce qui est au fond déterminé, le conditionnel est ce qui serait. Le futur, si le futur déterminé est ce qui sera, il se confond, on peut presque dire qu'il se confond avec le présent, puisqu'il est en quelque sorte déjà là. Armel Avanessian, qui est ici, nous dirait même qu'il arrive même avant, hein, qui est une sorte qui serait même pour lui la condition même de notre temps, ce qu'il appelle le post-contemporain. Si bien que donc cet écart entre le futur déterminé et le conditionnel, c'est précisément le possible et disons le conditionnel et ce temps fictionnel par excellence. Bon, tout ça évidemment vous le savez. Néanmoins, voilà, ce qui va beaucoup nous intéresser dans ce livre, c'est la façon dont on peut utiliser, disons, ce prédicat de fiction stratégiquement, en fait, pour reconstruire une politique. Dans le champ de la littérature, vous savez, il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui plus ou moins revendiqués de l'autofiction qui disent je fais des romans vrais. Non ? On pense à Édouard Louis, par exemple, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a toujours la question à quoi ça sert de dire c'est un roman quand tout est vrai. On sait ça autorise et ça protège, notamment juridiquement. Mais ce qui nous intéresse, plutôt que de la littérature, c'est la façon dont certaines pratiques de l'art qui se déroulent à l'échelle 1, vont user justement de ce prédicat fiction stratégiquement. Il y a de nombreux exemples. Un des exemples les plus connus sur lequel on revient, c'est la bataille d'Orgrave de Jeremy Daller, ce qui est évidemment une superposition des temps, ça a été évidemment beaucoup dit, mais qui est surtout une superposition des niveaux de fictionnalité. Et dans le cinéma de Sanrines, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, il y a quelque chose de cette notion de fabulation qui a été théorisée par Deleuze, hein, d'un peuple. C'est un peu ce qu'on voit à la dernière scène. Enfin, il y a un bout qui manquait où il y avait un corps collectif plus visible. Mais disons, voilà, l'idée d'un peuple qui se légende, qui se délire lui-même et qui participe à la constitution d'un peuple qui manque. C'est d'ailleurs le geste décolonial par excellence chez Deleuze, hein, cette fabulation collective, quand il analyse les cinémas de Glauber Rocha, d'Ousmane Sembene, de Jean Rouch, et quand il nous dit que, au fond, c'est le rôle du cinéaste d'inventer ce peuple qui manque, celui-là même dénié par le colonisateur. Vous voyez, c'est toujours, donc, même encore une fois chez Deleuze, avec cette notion de fabulation, à travers l'énonciation de ces niveaux de fictionnalité que l'on reconfigure la temporalité ordinaire, pour revenir donc à Ricoeur. Enfin voilà, ce qui nous intéresse au fond ici, enfin, c'est pour ça qu'on veut, disons, débattre à partir de cette catégorie stratégique de la fiction, c'est que ce qui nous intéresse ici, au fond, c'est cette question de l'épistémicide, non, hein, on pourrait parler avec les termes de Buenaventura de Sousa Santos, qui parle l'épistémicide moderne, enfin, qui serait ce génocide des épistémologies non modernes, et qui, en fait, a épargné beaucoup les régimes fictionnels, justement, les fictions, qui demeurent aujourd'hui un réservoir épistémologique et ontologique du monde. Patrick Chamoiseau nous l'avait, je crois, bien enseigné dans son livre « Écrire en pays dominé », hein, quand il nous disait « Alors que l'histoire écrit le jour des colonisateurs, la fiction est appelée à dire la nuit des colonisés ». Si bien que, voilà, pour redonner, il nous semble, vie à ce réservoir de la diversité épistémologique, des épistémologies temporelles qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est avant tout par un régime stratégique de l'usage de la catégorie de fiction, donc par une stratégie offensive de l'usage du prédicat de fiction que nous pourrions y arriver. Et il nous semble que la balle, en quelque sorte, pour le coup, est vraiment dans notre camp, dans le sens où nous sommes, nous, ici, là, le monde de la culture, etc., les experts de la fiction. Hein. Donc voilà, on peut s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, vous avez dit fabulation collective. Ça m'a frappé cette phrase-là parce que j'ai remarqué pendant ces jours ici, on parle toujours, quand on parle du contemporain, de décoloniser le présent, etc. On parle toujours des masques, des redoublements, des doppelgangers, des multiplications des images et des représentations. Par exemple, nous avons vu Bernd Scherer de HKV, il parlait des dieux et des monstres, comme ça, et peut-être
Kader cet après-midi va parler de, je ne sais pas, ce qu'il crée dans ces images qu'il fait des gens qui ont été blessés et puis on fait des cicatrices, des réparations, enfin. Et on a vu aussi Ravi qui va parler dans la deuxième session aujourd'hui. Il a parlé de ce redoublement, doppelganger, etc., etc. Et je vous demande, et puis je veux demander à vous aussi, Payam, si quand on cherche à aller outre ce concept de temps comme séquence, comme flèche, c'est nécessaire ou il faut qu'on se met une masque. Il y a toujours des masques des autres. Tu parles d'un régime stratégique. Et si la fiction, c'est une espèce de masque, oui, ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'était un prêtre dans ce film-là, oui, un espèce de prêtre, quelque chose, oui. Il avait ses vêtements étranges et une masque. Qu'est-ce que vous pensez de qu'il faut redoubler la personnalité, une fabulation même une multiplication de formes d'être. Oui, non, enfin bon, oui, enfin la question c'est la fiction comme masque, c'est ça, hein, oui, bien, oui, d'accord. Oui. Oui, enfin en tout cas, ce qui nous intéresse beaucoup dans cette question de la fiction, c'est la façon dont, et c'est ce qu'on va analyser dans les, donc ce serait dans les potentiels du temps, mais c'est la façon dont certaines de ces pratiques qui superposent des régimes fictionnels, donc non pas tant dans un brouillage des frontières. Hein, pendant longtemps, on pensait que une sorte de brouillage permanent entre fait et fiction. Donc là, on serait plus proche d'ailleurs des thèses de Françoise Lavocat, hein, c'est pas tant brouillage, mais plutôt rupture, franchissement de la frontière en permanence et usage stratégique de la figure de la métalepse, hein, qui consiste à franchir un niveau de fictionnalité. Mais en fait, oui, c'est effectivement, vous avez raison, c'est une sorte de, en tout cas, nous, on le voit effectivement comme un masque, mais en tout cas quelque chose qui protège. Je crois que c'est dans le cas de l'autofiction, c'est très clair, quoi. Enfin, si on utilise le prédicat de roman chez la plupart des auteurs d'autofiction, que je sais pas, enfin voilà, on parlait d'Edouard Louis, enfin je sais pas, il y en a tellement que ce serait difficile de savoir par qui commencer, mais c'est une façon de, et voilà, et c'est pas un hasard s'il a été l'objet de fact-checking, etc., s'il y a eu des procès, etc., autour, etc. Et donc la deuxième chose, c'est que ça protège juridiquement. Donc ça c'est une stratégie qui nous intéresse. Si on avait dit à Nuit debout, je crois que c'est toujours ça qu'on s'est dit pendant Nuit debout. Hein. On dit souvent, au fond, que Nuit debout a été un échec parce que ça n'a pas connecté, non ? Ça n'a pas connecté avec le monde ouvrier, avec les syndicats, avec les organisations politiques existantes, etc. Mais en fait, on a plutôt tendance à penser l'inverse, quoi. C'est-à-dire, du coup, il aurait fallu poursuivre la fiction, quoi. La fiction à l'échelle 1, il aurait fallu sans doute dire non, mais c'est une pièce de théâtre en fait à l'échelle 1. Venez, tout le monde peut participer, quoi. Tout le monde est acteur, etc. Et du coup, il y a un moment où ça superpose, les temps se superposent en fait. On ne sait plus très bien si on est dans ce qui a lieu ou ce qui aurait pu avoir lieu. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est la façon dont on superpose des temps dans un moment donné, quoi. Voilà. Oui. Donc effectivement, c'est un masque, mais c'est un masque dans le sens où ça nous protège. Je dis en sens que multiplication. Hein, surtout, ça nous autorise, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que cette impuissance politique que nous vivons en Europe en particulier, elle a besoin d'être libérée d'une forme d'autorisation. Je crois que, c'est souvent un peu le constat, je ne sais pas, on peut peut-être pas partager par tous, mais que penser pendant longtemps que la peur, le sentiment de la peur face au mouvement révolutionnaire, etc., était un peu la prérogative de certaines classes privilégiées, voilà, qui auraient peur de perdre le privilège. Non, la peur s'est immiscée dans toutes les couches politiques, quoi, que ce soit, voilà, dans tous les couches les plus révolutionnaires, en fait, quoi. Peur de la catastrophe d'hier, hein, des autoritarismes que les mouvements révolutionnaires ont engendrés, etc., et peur de la catastrophe de demain qui arrive, avec la question il n'y a plus de planète B, etc. Donc ça paralyse en quelque sorte nos actions. Donc comment on le fait face à cette double peur ? On est complètement paralysé dans toutes nos tentatives d'action, etc. Donc du coup, on a besoin. Donc c'est ça, nous en tout cas, on défend cette idée de la fiction comme un espace
d'autorisation en fait, ne serait-ce que ça, voilà. D'autorisation et de protection. Quoi, ouais. Donc c'est autorisation, protection et superposition de temps qui fait que on est sur plusieurs temps en même temps. Quoi, voilà. Oui, merci. Par exemple, je veux demander pas seulement à toi, mais à vous, à Slavi Tatar, parce que vous, il me semble qu'il y a une espèce de transcendance de ces questions de politique nationaux, et parce que vous publiez, vous faites des expositions en Allemagne, en Pologne, en Russie, dans la Russie, ici à Paris, et dans plusieurs langues, par exemple. Alors, ça c'est une espèce de, peut-être aussi de protéger par des masques des langues, des systèmes politiques, des systèmes de culture. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah oui. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Déjà, dans le nom Slavs and Tatars, il y a une volonté de, comme vous avez dit, de pas vraiment de transcendre tout ça, mais de vraiment s'en débarrasser et cracher dessus. Dans le sens, quand on pense au mot même Slavs et Tatars, on a tendance à s'imaginer une sorte de groupe de gens qui vont, sur l'horizon, qui vont venir piller, violer les Blancs, un peu comme Braveheart, un peu. Ouais, peut-être. Donc il y a une volonté un peu absurde aussi de prendre une région du monde qui est si large, qui comprend, je ne sais pas, 300 ethnies, différentes ethnies, je ne sais pas combien de groupes de langues. Donc je pense qu'on en a effectivement marre d'entendre les gens se définir à une façon très réductive, se définir. Moi, je suis artiste irano-américain, vous êtes philosophe écossais-indien, etc. Donc, je trouve que ce genre de conjonctions sont pas très valables. Donc, la seule façon justement de dépasser ça, c'est d'accumuler les identités. Je dirais pas des masques, mais vraiment accumuler. Et quand on accumule les identités, on est appelé à résoudre un conflit qui se naît entre ces identités. Dans mon cas, moi, les 4 pays, ou les 3 pays, disons, à lesquels je suis un peu voué, sont des pays qui sont ennemis. Donc l'Amérique, les États-Unis, disons, l'Iran et la Russie. Donc les uns avec les autres, soit historiquement, soit actuellement, soit prochainement. Donc, et quand on est obligé de résoudre ce problème tous les jours, c'est une façon je pense, de pulvériser cette idée d'une ou 2 ou 3 identités. Parce que je pense que... et puis les langues, oui, pour la langue, la polyglossie ou le multilinguisme, c'est une sorte de schizophrénie productive. On est différentes personnes dans différentes langues, surtout quand le sens d'humour change. Et on a des différents présents aussi. On a des différents présents aussi, avec ces langues différentes. Ouais. J'en parlerai un peu de la continuation. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce que vous en aurez marre de m'entendre aujourd'hui avec la conférence plus tard. mais disons cette position spatiale ou cette perspective vis-à-vis le passé et le futur dont vous avez parlé, on le retrouve aussi chez les Malgaches qui ont aussi cette façon, parce que malheureusement les seules langues que je connais sont des langues indo-européennes, y compris le perse. Donc ils souffrent tous de ce positivisme qui décrit le passé comme derrière nous, donc pas important ou invisible, et le futur devant nous, comme si on savait où on allait. Et nous, on s'inspire pas mal de cette figure soufie du XIIe siècle qui s'appelle Mollah Nasreddin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est une figure qu'on trouve partout où il y a eu des communautés musulmanes. Donc, des Balkans, de la Croatie jusqu'en Chine, et dans le sud jusqu'en Somalie et Soudan. Et c'est une figure, donc les Turcs l'appellent Hoxha,
les Perses, Mollah Nasreddin. Nasreddin, c'est son nom. Et c'est une sorte de... Comment décrire je le décris souvent comme une sorte d'arrière-grand-père de Ali G ou de Borat. Ok. Dans le sens où il pose des questions très très bêtes à des sujets très complexes. Ouais. Par exemple, donc, les parents racontent des anecdotes de Mollah Nasreddin à leurs enfants, un peu comme on fait en Europe, j'imagine, avec La Fontaine et les frères Grimm. Donc, par exemple, et derrière donc, un exemple connu, c'est il y a un homme de l'autre côté de la rivière qui crie à Mollah Nasreddin. Mollah Nasreddin, comment je fais pour être de l'autre côté de la rivière? Et lui, il répond, vous êtes de l'autre côté de la rivière. Donc, à travers une sorte d'humour de premier degré, il démantèle ou décortique des questions de perspective, d'éthique, de moralité, relativisme, etc. Et du coup, il est souvent dépicté, il est souvent visualisé comme assis à l'envers sur son âne. Donc l'âne va dans ce côté-ci et lui, il est toujours comme ça. Donc le dos vers la destination où il va. Et je trouve que c'était une position très intéressante, justement pour rejoindre ce que vous disiez. C'est vraiment, il est toujours... On lui pose la question, d'ailleurs, une des anecdotes, c'est Mollah Nasreddin, pourquoi vous êtes toujours à l'envers sur votre âne? Il dit, je ne vois pas de raison qu'on regarde tous les deux du même côté. Donc, dans la même direction. Donc, et c'est... oui, c'est une position qu'on trouve dans les cultures indo-européennes, chez l'ange de l'histoire de Benjamin, ou chez la façon dont Sartre décrit Baudelaire, en allant vers le futur, mais avec un œil sur le rétroviseur. Donc, c'est pas quelque chose qui est effectivement exclusif. C'est sûr que c'est pas exclusif ni à une culture ou à une autre, mais ça relève aussi quelque chose d'autre que je trouve assez important vis-à-vis de le temps et les ruptures de temps, c'est cette question d'innovation. Je reprends ça, c'est Hamad Nasser qui est commissaire, qui est anciennement à la Asia Art Archives, qui sera le commissaire du pavillon de Émirats à Venise l'année prochaine. Lui qui parle souvent du fait que l'histoire de l'art ou les histoires de périodes occidentales sont souvent décrites comme c'est une sorte de succession de ruptures. Donc le pop artiste, le pop par rapport aux abex, les abstracts expressionnistes, etc. C'est toujours une rupture. Et je pense qu'il est temps qu'on revendique. C'est pas sexy, c'est pas cool, c'est pas 68 arts, mais je pense qu'il est temps qu'on revendique l'innovation dans la continuité autant que dans la rupture. Et ça, c'est quelque chose que c'est sûr on trouve pas en dehors des cultures dites occidentales. Que ce soit les hadiths du Coran, cette généalogie répétée qu'on doit retracer jusqu'à l'époque des prophètes, ou que ce soit dans l'artisanat, ou le calligraphe, ou le mec qui fait des tapis, il n'ose pas innover jusqu'à ce qu'il a fait 10 ans de répétition, donc une sorte d'anéantissement de l'individu, ou au moins une sorte de découplement de l'individu et de l'innovation, que je trouve assez lourd, assez désuet. Oui, bon, merci. Bon, j'aime ces phrases, succession de ruptures. Même ce panel, c'est une succession de ruptures. On va venir à vous, à toi, Marco, maintenant, mais juste pour dire, on peut faire des questions, si vous avez des questions. And we can also take questions in English, of course, with a simultaneous translation. So if you have questions in English, please put your hand up. OK. Marco, succession de ruptures. Tu as plein de notes, alors. Oui, succession. Ça marche? Oui, ça marche. Succession de rupture. Je crois que s'il y a un masque, comme tu disais, je crois que je dirais plutôt que c'est le temps, en fait. C'est l'idée d'imaginer qu'il y a un temps sur lequel
et qu'on pourrait même décrire de manière un peu, je dirais, abstraite, et qui ça conviendrait à tout le monde. Et je crois que une des choses que montre bien le film, et que en fait ont montré les autres intervenants aussi, c'est que en fait le temps c'est du faire, c'est des pratiques, et le présent n'est jamais qu'une production continue. En fait, là vraiment le français nous manque de mots, c'est-à-dire toutes les articulations du présent, en présent, se présenter, tout ça c'est toujours un peu compliqué. Knowing, hein, de l'idée de now and doing now, ce serait beaucoup plus intéressant à utiliser pour rappeler ça. Et je crois qu'on voit très bien comment, par exemple, dans le rituel, il y a une convocation de mémoire individuelle et collective. Et la convocation en même temps, des possibilités qu'à partir de cette convocation-là, on peut voir, apercevoir, entrevoir pour l'avenir. Et si on commence par là, c'est-à-dire par les pratiques qui appellent le présent, on voit très bien qu'il pourrait ne pas y avoir de présent partageable, puisqu'on n'appelle pas forcément les mêmes mémoires, puisque dès lors qu'on se met dans une position située, on voit très bien qu'on n'a pas le besoin d'appeler les mêmes mémoires, c'est-à-dire que quand on est en position subalterne, l'histoire d'une oppression n'est pas la même selon le point de vue où on se retrouve. Donc on ne peut pas rappeler les mêmes souvenirs d'une oppression quand on est l'oppresseur et quand on est l'opprimé. Et donc quand on arrive à construire un présent à partir de la convocation de mémoire, je crois que le présent qu'on fait est un présent qui peut et doit s'assumer comme inconciliable. C'est-à-dire c'est là où on peut et on doit assumer le moment du conflit sur qu'est-ce que c'est le présent. On a très bien compris ce que c'est le présent de la finance. Il y a un texte très intéressant de Wolfgang Streeck qui est sorti en français sous le nom le titre de Le temps acheté, en fait, qui montre bien comment le présent dans le système capitaliste, c'est un calcul qui se fait par une opération d'escompte sur ce que pourraient être les intérêts futurs. Ça, c'est le présent. Mais c'est un présent spécifique et un présent qu'on nous impose comme étant le présent qu'on doit assumer. Je pense que l'intérêt aussi d'arriver à questionner cette définition de présent, c'est de se confronter sur plusieurs manières de pouvoir construire le now. Et non pas d'un point de vue seulement de la catégorie du présent, mais qu'est-ce qu'on fait pour appeler un présent. Et je crois que ce qu'on dessine là, ce qu'apparaîtra alors, ça sera des lignes de rupture. Et du coup, je réponds à l'association de rupture en disant, mais ça, c'est une des manières de construire le présent. Et le texte de Gombrich qui s'intitule The Story of Art, et pas The History, the Story, c'est dans le sens de conte de l'art. En fait, c'est un texte très intéressant déjà qui date d'il y a quelques années, mais où tout simplement pointe le fait qu'on est dans le récit, on est dans la fiction ou dans la narration, et on est dans le récit. Il nous appartient de voir comment on accède à ces récits-là. Un des récits les plus désastreux de ces dernières années, par exemple, c'était celui de l'Anthropocène. C'est une manière de faire présent. Et c'est une manière de faire présent très douteuse, qui transforme l'humanité en une sorte de temps géologique et occulte complètement que dans cette humanité, dans cette vague, voilà, cette vague, il y a ceux qui étaient en haut de la vague, ceux qui étaient en bas de la vague. Et donc, quand on fait ça, il faut vraiment, moi je suis vraiment partisan d'une philosophie de l'idiotie, la plus totale. C'est-à-dire quand on dit le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt, moi je regarde le doigt. J'assume mon idiotie, et ça me va très bien d'ailleurs, mais je regarde ce que font les gens quand ils font ça. Et ce que font les gens quand ils font ça, essaient de s'en sortir au mieux et de garder leur place, en fait, le poste de privilège qu'ils ont et leur primauté épistémique et politique, et de faire en sorte à ce qu'elle ne soit jamais remise en question. Or, je pense que le now doit être un moment de confrontation. C'est-à-dire de conflit, et il faut se le jouer à fond. Oui, oui. Ah, merci beaucoup. Non. Il y a des questions? Pas de questions, alors je vais continuer. L'Anthropocène, oui. Ça,
introduit quelque chose que je pense que c'est très important, c'est que nous parlons toujours de présent, de contemporain, comme du temps, bien sûr, mais quel est le rapport avec l'espace? L'Anthropocène signale un rapport avec l'espace. Je crois que vous, le peuple qui manque, ça vous intéresse beaucoup, non? Les spatial terms, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment ça se dit en français. Comment ça se dit? Ça n'existe pas. C'est sûr, du tournant spatial. Ah, ok. Alors, Spatial. quand tout à, vous pouvez parler de ça, le rapport entre le temps là et l'espace. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais sur le The Story of Art. Oui, tu fais référence à un livre qu'on a publié qui s'appelle Géoesthétique, qui revenait sur notamment sur la figure de l'artiste en géographe, en cartographe, mais aussi sur un tournant plus récent dans l'historiographie de l'art, qui serait celui plutôt de la géohistoire, géohistoire de l'art, et cet enjeu de spatialiser les récits de l'histoire de l'art, de ne plus les construire à partir d'une vision articulée autour de la flèche ou du diagramme de Alfred Barr, là, qu'on connaît, avec toutes ces ruptures entre les mouvements, ces jeux d'influence, de dérivation entre les mouvements artistiques, mais essayer de reconstruire des cartographies de l'histoire de l'art qui sortent en fait de ces modèles dérivatifs, diffusionnistes. Et une des grandes questions aujourd'hui liées à ces enjeux, c'est comment reconstruire des modélisations, quoi. Alors, il y avait ce travail très intéressant d'un groupe qui s'appelle Red Conceptualismo del Sur. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, qui est un collectif qui travaille autour des conceptualismes du Sud et notamment latino-américains, qui partaient plutôt d'autres modèles qu'ils appelaient des modèles de contagion, par exemple, entre les mouvements d'histoire de l'art, et non plus faire dériver d'un mouvement à l'autre, mais comment on pourrait reconstruire une cartographie du coup complètement horizontale. Ça peut être une des méthodes qui ont pu être pensées pour sortir de cette flèche moderne, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Des questions? Non, moi. Pas de questions, moi. Moi, oui. Oui. Oh, voilà. Merci. Alors, en fait, tout au long de vos interventions, je vous remercie d'ailleurs pour toutes vos interventions, il y a un ensemble de mots qui ressort à chaque fois. L'un des tout derniers qui m'a peut-être le plus frappé, c'est le mot l'idiotie. Et puis, on a parlé aussi de la figure du rhapsode, on a parlé aussi de la figure du mystique, notamment la figure de Mawlana Nasreddin. Et je me suis dit que peut-être qu'on pourrait lier tout ça et dire que quelque part on est dans une sphère de l'anti-rationnel et on est dans une... est-ce qu'il y a un rapport pour vous entre cette figure du collant et de la rationalité et du temps linéaire, et d'un autre côté tous ces mots-là qui reviennent et qui pourraient être associés à une réaction très forte et très violente, comme vous dites, cracher sur ce système-là en face. C'est à quel idiote que vous directez cette question? Comment? C'est à quel idiote que tu directes? À celui qui... Sur la présence de l'irrationnel. Moi, je veux bien essayer de répondre. Oui, alors la réponse est oui, en fait. Au sens où
parmi les auteurs sur lesquels j'ai travaillé, il y a Aníbal Quijano, qui est un sociologue péruvien qui était un des théoriciens de la pensée décoloniale. Dans un article assez ancien, en fait, republié en 91-92, Aníbal Quijano fait le lien entre colonialité et rationalité. Mais en fait, ce n'est pas un lien... il ne met pas juste les choses à côté. Il montre comment rationalité et colonie, en fait, ne font qu'un. Comment ne font qu'un... Ce n'est qu'une seule chose. Et donc, je crois qu'il met la barre assez haute. C'est-à-dire qu'il met la barre assez haute parce que, grosso modo, ce qu'il suggère, c'est que si on veut vraiment sortir de la colonialité, il faut trouver un espace en dehors de la rationalité, coûte que coûte. Et je crois que c'est un défi qu'il faut relever, mais là, pour le coup, il y a un gros problème. C'est le problème qu'a mis en avant Alia hier après-midi, en fait, notre intervenante. C'est que du coup, là, parce que, comme vous avez vu, moi, je m'intéresse beaucoup aux gestes, pour le coup. C'est pour ça que je disais que j'étais un idiot. Mais du coup, la question, c'est comment entreprendre un geste décolonial qui ne soit pas la reproduction d'un geste colonial. Et voilà, donc, ce qui veut dire, grosso modo, que voilà, il faut juste qu'on trouve la manière d'articuler sans priver, parce que le gros problème, c'est qu'on a vu ces dernières années, en fait, un certain nombre de mouvements qui ont été des mouvements de pillage intellectuel. Par exemple, le tournant ontologique en anthropologie a été accusé d'être une véritable opération coloniale. Et c'est vrai, ça l'est. Donc, je crois que il faut être vigilant. C'est-à-dire, il faut être vigilant dans le fait que déconstruire nos catégories de l'intérieur, ça veut dire nous-mêmes aller à la limite de la rationalité. Et qu'est-ce que cela veut dire en pratique ? Eh ben, je crois qu'il va falloir vraiment travailler à déconstruire des concepts, mais parce que c'est aussi déconstruire des pratiques. Lorsque des intellectuels de la décolonialité pointent le doigt sur la manière dont les universités sont organisées dans l'Occident, par exemple, ils montrent une manière de faire. Et je crois que on ne peut pas penser, et je crois que voilà, on ne peut pas entreprendre une action, une opération de décolonisation des concepts sans en même temps entreprendre une opération de déconstruction de la manière dans laquelle on organise le monde économique, le monde du savoir, les relations sociales et tout ça. Donc je crois que... Voilà. Mais ce qui veut dire vraiment flirter avec soit un horizon révolutionnaire, nettement, et flirter aussi très nettement avec la limite de la rationalité. Et je crois que là, on aura du mal à être entendu. Mais du coup, non, parce que c'est intéressant, parce que ça m'intéressait du coup de savoir ce que... J'ai l'impression que tu rejettes d'un revers de la main justement toutes les philosophies orientées en objet, en fait, qui ont postulé la nécessité de refonder la rationalité. Hein. Enfin, et c'est intéressant parce qu'il y a Armen Avanessian, encore une fois, qui est ici et qui a participé notamment à plusieurs anthologies autour de cette question, quoi. Bon, enfin, ça m'intéressait du coup de t'entendre. Enfin, de la manière que l'universel aujourd'hui est appelé à être refondé par un certain nombre de penseurs, etc. Bruno Latour parmi d'autres, et évidemment les toutes philosophies orientées objet en appellent à la même. Voilà. C'est-à-dire, du coup, en fait, et je crois que leur point de départ hein, est toujours de dire dès qu'on appelle à sortir de la rationalité, en fait, où on est, quoi, en fait. Où est-on quand on sort de la rationalité ? Est-ce qu'on est dans une sorte de terrain vague de la pensée, ou est-ce que, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est qu'en fait, précisément, ce qu'il faudrait, ce serait pas plus intéressant de refonder, en fait, de définir autrement la rationalité, plutôt que de définir simplement les opérations logiques, etc. Alors, je fais pire que ça. En fait, moi, c'est qu'il n'y a pas juste la philosophie contemporaine que je mets à la poubelle. Je mets à la poubelle toute la tradition philosophique. Donc voilà, simplement. Parce que je crois qu'on ne peut pas défendre un projet intellectuel qui s'est autant taché de sang. Donc moi, je ne veux pas être l'héritier de cette histoire qui a massacré les femmes, parce que c'est quand même étonnant qu'on ne trouve pas de traces de femmes dans la philosophie. Enfin, je veux dire, il faut attendre le XXe siècle pour que, soudain, les femmes pensent... Ah, justement, c'est pour ça que je parlais d'Armen Avanessian. Le manifeste xénoféministe, c'est précisément ça. C'est comment refonder la rationalité à partir d'une tradition féministe. Quoi. La question, c'est... C'est une question. Oui, mais la question, c'est... Moi, je pense qu'il faut mettre... Parce qu'il faut inventer de nouvelles manières de faire.
Il faut vraiment construire une pensée de manière différente. Je crois que celle que nous faisons là est entachée. Elle est entachée pour une raison très simple. C'est-à-dire, quand bien même on serait pétri de bonne volonté, notre manière d'exister, elle se fonde sur un système d'exploitation qui est sauvage. Donc, moi, j'estime que toute pensée qui naît dans un contexte comme celui-ci doit porter la trace, en fait, comme exactement la pensée coloniale portait la trace d'une exploitation, en fait, qui devait s'assumer comme telle. Donc maintenant, qu'est-ce que dire? Il va falloir qu'on se mette à travailler autrement. Mais pour se mettre à travailler autrement, il va falloir changer les conditions matérielles dans lesquelles la pensée s'exerce. Et faute de quoi, moi, je continuerai à considérer que celle qu'on produit n'est pas une pensée valable. En tout cas, pour un projet décolonial. Je pense aussi, je vais juste en parler de l'exemple de Norman Brown, qui est un individu assez intéressant dans ce cas-là. C'est quelqu'un qui était professeur de littérature comparée, assez connu dans les années 50-60, spécialiste de Blake, marxiste un peu, et donc les dernières 10 ans de sa vie, il a arrêté de continuer la recherche pour laquelle il était connu et reconnu, notamment la psychanalyse, de l'histoire, Blake, etc. Il a commencé à lire le Coran, en fait. Il a lu le Coran et il a essayé de montrer comme quoi le Coran était une sorte de texte proto-moderniste, mais avant la lettre, et que justement tous les penseurs colonialistes ou les orientalistes n'ont pas pu le comprendre jusqu'au XXe siècle, parce qu'on n'avait pas les atouts. D'après lui, on n'avait pas le James Joyce pour comprendre justement le Coran. Et lui, il va jusqu'à citer, relever 110 des 114 sourates, donc les chapitres du Coran, dans le Finnegan's Wake. On peut dire qu'on peut trouver tout ce qu'on veut dans le Finnegan's Wake si on cherche, mais ce qu'il revendiquait, c'est que, au contraire du Vieux Testament et du Nouveau Testament, le temps dans le Coran, c'est pas linéaire, c'est complètement cyclique. Les personnages deviennent d'autres personnages, donc c'est un peu comme une scène de Lost Highway. Vous vous souvenez du film? Donc, tout d'un coup, il y a Haggard qui devient Joseph. La page suivante, Joseph devient Mahomet, et Mahomet devient Jésus. Il n'y a pas du tout dans le Vieux Testament et le Nouveau Testament, Joseph reste Joseph, Jésus reste Jésus, du début à la fin. Et il n'y a pas une téléologie dans le Coran qu'on a dans le Nouveau Testament. Et je pense que justement, il faut sortir de cette. Je pense qu'il faut effectivement sortir du rationalisme. Je pense que et c'est bien que ça ait lieu ici en France, parce que c'est vraiment la maladie de la France. Une vraie maladie. Le féminisme, c'est pas du tout français, pas la laïcité, c'est vraiment une maladie intellectuelle française et suédoise, malheureusement. Il y a d'autres pays aussi qui en souffrent. Mais c'est une maladie. Une chose dont on se rend compte, c'est à quel point justement toutes les universités du monde ont été touchées par cette maladie. Je dirais qu'on soit à l'université de Téhéran ou à Bornéo ou à Abu Dhabi ou à New York ou à Paris, c'est triste à quel point on mène tous la même ligne éditoriale. Tu vois, c'est une ligne éditoriale issue de l'âge de lumière. Ce qui est valable pour, disons, plusieurs modèles, mais que ce soit le modèle global, je trouve ça ahurissant. Et qu'on n'a pas justement, qu'il faut, comme Charles de Foucault disait, il faut vraiment qu'on lutte contre cette rage laïque, parce que c'est vraiment une rage qu'on retrouve et qu'il faut, cette rage qui veut tout savoir, tout dire et tout représenter. C'est juste, c'est effectivement comme vous disiez, c'est dans une pratique matérielle aussi, que ce soit des pratiques métaphysiques, que ce soit des pratiques ritualistes, comme on a vu, que ce soit d'autres pratiques, même de l'artisanat. Il y a encore une question derrière. Je vous promets une dernière. En fait, si j'ai posé cette question, c'est parce que j'ai un petit doute en tête, qui est, c'est peut-être aussi pour faire un peu l'avocat du diable. Je ne sais pas quoi penser moi-même, mais est-ce que être contre le colon ou
si on met ça de côté, on va dire si on est contre la rationalité et on veut s'inscrire en dehors et anti-rationnel, je crois que vous parliez tout à l'heure, c'est le culte de la science en quelque sorte. C'est ça, c'est le discours dominant qui s'est propagé, comme vous dites, à l'université de Téhéran ou à l'université de Tunis ou à l'université de Santiago de Chile, etc. etc. Par exemple, vous évoquez le contexte musulman, le soufisme, par exemple, qui est la grande tradition mystique en islam. Les soufis ont toujours été taxés par l'orthodoxie, qui, elle, peut aussi aboutir à une forme de fascisme rationnel et rationaliste. Et c'est très étrange, c'est très intéressant ce que vous dites à propos du Coran et du fait qu'il n'y ait pas une téléologie et du fait que ce n'est pas un schéma linéaire et que ça va un peu... les choses sont très dynamiques et donc qui se prêtent plutôt à une interprétation mystique. De l'autre côté, le discours qui a dominé jusque-là dans les pays musulmans, c'est plutôt le discours, ce que j'appellerais orthodoxe, qui voit le mysticisme comme une forme de lâcheté, comme une forme de renonciation, comme une forme qui, par exemple, si je vais dans un contexte historique tout autre, qui, pour Nietzsche, par exemple, celui qui a adoré Schopenhauer pendant de longues années, a vu que finalement a réalisé que Schopenhauer c'est un lâche qui d'ailleurs à cause de ses visions asiatiques, parce que c'était le moment où l'Europe découvrait vraiment et les scholars européens allaient en Inde et allaient en Chine et étudier très sérieusement ou aller dans l'Orient en général. Lui aussi a vu que c'était une forme de renonciation, c'était une forme de lâcheté, c'est une forme de fuite, de escapism en quelque sorte. Je pense qu'il ne faut juste pas voir ça comme une sorte de... Il n'y a pas d'exclusivité entre le rationnel et l'irrationnel. C'est un tout ensemble en fait. Le problème, c'est vraiment cette séparation du corps et de pensée. C'est la séparation de la contemplation, d'action. Il faut le penser comme un tout. Et donc, ce n'est pas une question d'être anti-rationnel, c'est une question de... Et justement, les soufis, ils ont été attaqués d'un côté par les orthodoxes, mais aussi cette idée, cette perception des soufis comme des hippies de l'islam, ce n'est pas du tout correct. Les soufis eux-mêmes se caractériseraient comme des orthodoxes. C'est-à-dire, un vrai soufi se dit qu'il est à la lettre un musulman, alors que les autres ne le traitent pas tant que ça. Donc, c'est une question d'englober le tout et son contraire. C'est une façon vraiment d'essayer d'élargir la pensée ou d'étirer la pensée qui puisse accommoder la position et l'antiposition, ou la thèse et l'antithèse, je pense. Bonjour, merci pour vos interventions, le débat, etc. Moi, j'avais une question parce que je viens d'un background qui est plus scientifique dans le sens de sciences dures contraposées aux sciences molles, donc ingénierie, physique, etc. Et je me demandais, l'hypothèse du temps comme un temps linéaire, évidemment, est une hypothèse qui a fonctionné pendant très longtemps pour des raisons s'imaginer des règles de physique, etc. Mais comment on fait aujourd'hui pour décoloniser aussi des espaces qui sont des espaces scientifiques, c'est-à-dire scientifiques de sciences, ingénierie, informatique, etc. Comment on fait pour construire un pont en prenant en compte les deux territoires qui vont être connectés avec ce pont? Comment on fait pour aller dans l'espace en sachant que on va vers une direction qui est très colonialiste, en fait, qui est un voyage très colonial? Comment on fait pour développer des technologies en décolonisant le now, donc le temps qui est lié aussi aux sciences?
je m'aventure dans un terrain que je connais à peine, mais bon. Il me semble qu'il y a deux perspectives. La première, c'est celle de aussi récupérer certaines notions de la physique. Je crois que ce que nous apporte, par exemple, la mécanique quantique, c'est on est passé dans une physique qui est totalement probabiliste. C'est-à-dire on n'est plus dans une sorte de certitude, on sait que des choses peuvent être comme ça ou comme ça, déjà à peu près. Disons, on commence à calculer les probabilités que les choses puissent être d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, on est d'abord dans une dimension très probabiliste, ce qui rompt un peu avec la conception du temps comme séquentiel, parce que là, on doit déjà imaginer au moins une bifurcation possible. Et donc, si on enchaîne les événements, ça devient un ensemble de bifurcations, et donc ça devient un réseau très complexe. Et du coup, c'est les chemins de travers peuvent être aussi. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on va dans la fiction, par exemple, je me souviens le film Interstellar, par exemple, où il y avait avec tous les problèmes que ce film présentait en termes de représentation du temps, mais on a de mises en fiction très intéressantes de la variable temps. En l'occurrence, c'était justement à travers la question de la gravité. Et en fait, je crois que même là, on voit très bien que ce n'est pas une constante. Moi, je ne suis pas un grand physicien, mais le peu de parcours que j'ai fait, je me suis dit, mais en fait, cette linéarité n'existe, il me semble, que parce que c'est un point de départ. C'est-à-dire, c'est quasiment quelque chose qu'on assume comme étant tel. D'abord. Et deuxième réponse, c'est, mais en fait, il faut regarder comment c'est fait et la finalité. Quand tu dis, par exemple, que l'idée d'aller dans l'espace, en fait, cache mal un projet colonial, eh bien, justement, mais pourquoi on y va ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a envoyé une sonde il y a quelques années dans l'univers pour donner des signes de notre existence. Il y a le petit graffiti d'un homme et d'une femme. Donc, pour l'homme, on a fait un petit sexe. Pour la femme, on s'est dit, est-ce qu'on fait une fente ? Pas, finalement, il n'y a rien. Non, finalement, il n'y a rien. Donc, il y a un homme avec un sexe et la femme, Barbie. OK. Donc, en fait, si jamais ça va tomber dans les mains des extraterrestres, ils vont se dire, c'est un monde de Barbie. On a mis dedans Yesterday de Beatles et on a demandé une œuvre d'art à Warhol et c'est un moulage de sa bite ou la bite de quelqu'un d'autre. Donc enfin, je suis désolé, mais bon, c'est quand même intéressant. Donc là, encore une fois, qui l'a envoyé ? Bon, moi, je ne connais pas les gens qui l'ont envoyé, mais quand tu penses bien qu'ils ont dessiné une femme poupée Barbie et ils ont mis un moulage de bite, on peut imaginer que il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes dans le groupe de gens qui ont organisé, qui ont mis ensemble ces objets pour les envoyer. Mais ça dit quelque chose de nous, en fait. C'est qu'on est tellement égocentrique qu'on imagine que s'il y a jamais une vie ailleurs, il devrait s'intéresser à nous. Come on. Enfin, je dirais, pourquoi ? C'est quelque chose de très fort culturellement, de bien imaginer qu'au-delà, là, il y a quelqu'un qui nous regarde. Mais pourquoi nous ? Et je crois que derrière ce que tu proposes, c'est-à-dire pour décoloniser la science, il faut qu'on définisse à nouveau, quels sont les objectifs ? On n'a rien à cirer d'aller conquérir l'espace quand il y a la moitié du monde qui n'a pas à manger, je trouve. Je crois que c'est une question aussi d'agenda scientifique. Pourquoi doit-on investir autant d'argent pour découvrir l'espace lorsque, aujourd'hui, en fait, les choix qu'on a fait en termes de développement nous mènent à la ruine, à la catastrophe ? Mettons-nous à travailler autour de ça. J'ai pris la réponse, peut-être tu avais des... I'm going to ask my question in English. I'm from the South African context, where the decolonial question is a really big topic at the moment. There's lots of student protests going on throughout different universities, and so it's really interesting to come here and see where the conversation is in France. With regards to your question in terms of decolonizing science, I think a lot of it has to do with pedagogy and understanding that we need to access different archives as well. So it's not just saying science is a Eurocentric construct, it's about understanding that there's actually archives of science and scientific practice and like maths as well on the African continent, in the East, in the Middle East as well. And so I think it's not a question of doing away with the practice of science, and if we kind of revolutionize our kind of pedagogy and understanding that people don't come to class or come to
scientific questions as empty vessels, and that also, I think, helps a lot in terms of engaging in this decolonial practice, understanding that we engage with things on a daily basis, and therefore we have a basic understanding of how science operates. We know how to use our smartphones, we know how to cross a bridge, we know how to operate a computer just by praxis. And so understanding that we're not these empty vessels that need to be taught in this like unidirectional manner, I think is also a really important way of like conceptualizing how we can decolonize science. Thank you very much. Oui, je voulais peut-être aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que il y a une espèce d'impasse académique quand même qui est en train de surgir, ou même d'impasse théorique. Hier, c'est intéressant, on discutait de qu'est-ce que c'est qu'un concept indécolonisable, et effectivement, peut-être qu'aussi, c'est peut-être dans ces cas-là la question de l'idiot qui regarde le doigt, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait en termes de pratique de recherche face à ces impasses académiques? Parce que l'université en tant que lieu de production de savoir, actuellement en France en tout cas, c'est difficile quand même de produire un savoir décolonial. Donc en termes de pratique de recherche, moi c'est la question que je vous pose. Comment concrètement, en termes de pratique de recherche, on pourrait, puisque la recherche-action n'est plus si valorisée que ça, voilà. La question de recherche universitaire, en fait, c'est une chose que d'ailleurs à laquelle on s'est confronté pas mal de fois. Parce qu'on s'est donné une région assez large, et c'est une région qui est partagée par plusieurs départements universitaires. Donc, si on fait des études sur le Caucase aujourd'hui, le problème avec notre région, c'est qu'elle n'est pas vraiment le Moyen-Orient. Donc, elle tombe entre les failles. C'est pas le Moyen-Orient, alors que c'est majoritaire musulman. C'est pas la Russie, alors que c'est majoritairement russophone. Et ce n'est pas les études asiatiques, parce que la plupart de notre région n'a jamais été sous l'influence chinoise. Je raconte ça pour vous donner un exemple à quel point même les structures universitaires sont fautives, parce que si on fait des études, si on veut comprendre ce qui se passe dans le Caucase aujourd'hui, on est poussé à aller dans des départements de Russes. Et du coup, on ne comprend pas du tout l'importance de l'islam médiéval dans la constitution des pays des Caucases, même chrétiens comme Géorgie et Arménie. Et du coup, si on veut faire des études de l'Asie centrale, il faut qu'on puisse naviguer entre trois départements qui ne se parlent pas la plupart du temps. Donc, ça fait une sorte de cloisonnement, même dans notre petite région. Donc, j'imagine même pas, à travers d'autres régions. En dehors de nôtre. Donc, une chose que la science a, que les sciences molles, les sciences dures, a un avantage qu'il a, c'est qu'il est déjà collectif de par sa nature. Et je pense que c'est assez important pour nous, dans les sciences molles. Je n'ai jamais entendu parler de dire ça, mais ça, j'aime bien. Moi, je suis assez mou comme personne, donc ça va. Je ne suis pas dur, assez dur. Mais oui, c'est très individualiste, les humanités, les humanities. C'est toujours une personne qui écrit un papier, c'est le prof qui défend sa position, son département. Donc c'est vraiment, on a beaucoup de choses à apprendre, je pense, de nature collective des sciences dures. Merci. On a promis qu'on ait un panel bilingue. Alors, on va adresser la question en anglais maintenant. So we're going to answer the question. Well, the point you raised, Marco. Can you speak to that? Yeah, I will try to answer the question. So I'm not saying that we shouldn't share what we know, even in scientific knowledge, what it is actually. What I'm saying is that the pattern itself. Actually, I consider the pattern itself fail in a way. And it fail because it's grounded on the idea that we should master the nature, master the forces. And we should, in a way, master and make a kind of exploitation of whatever we have around us, without taking any consideration of the consequences, actually, and the aftermath of our exploitation. So this is the pattern. And we should take the pattern since the beginning to the end, meaning the consequences of the pattern. So what I'm suggesting is that we should try at least to change the pattern. I don't think that we just take, we in a way, there is something we have to renounce. I don't really know what, But if we change the pattern, there will be surely something we have to renounce.
and eventually also try to recognize that knowledge is not where we think it is. Obviously, I understand the question of, I think it's a colleague, I think, but yeah, when I'm saying that we shouldn't change practice, I'm really saying that. Why do we think that knowledge is in the university? Meaning, how many people are in university? How many people just build up knowledge every day? So we we need to acknowledge that knowledge stays elsewhere. And then sometimes we can really, make a profession of knowledge. We have such a position of intellectual, as Gramsci would say. But this doesn't mean that we are just the only owner of knowledge. So we have to acknowledge that other people work and hard in order to make this knowledge possible outside the universities. That's the first step. Afterwards, I don't know, we have to really sit down and, I think, write down the book of the new world that we want to build with this knowledge. Merci beaucoup. On a prévu que avec ce panel, on a vraiment un nexus de la pratique et enfin on a vu un philosophe qui fait de la pratique. Alors c'est tout ça. Alors maintenant on va faire une pause et puis on rentre ici après 15 minutes. Oui, 15 minutes. Merci beaucoup.